Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 30 octobre. Voici les titres de ce journal. À Zignaré, la ville natale de l'ex-président Blaise Compaoré, située à quelques kilomètres de la capitale Ouagadougou, se trouve un parc animalier. Mais avec le départ précipité de Compaoré, le zoo de l'ancien domaine présidentiel se retrouve privé de beaucoup de ressources. Une privation qui a affecté beaucoup d'animaux, dont la plupart sont morts faute de nourriture et d'autres qui tentent encore de survivre. Depuis son départ, on n'a plus de moyens comme ça pour les gérer les animaux. On se débrouille, mais bon, ça n'arrive pas à suffire. Compaoré vit désormais en Côte d'Ivoire où il n'est pas extradé parce qu'il a la double nationalité par le biais de son épouse ivoirienne. Après son départ du Burkina, la nostalgie a commencé à gagner du terrain lorsque les attaques djihadistes sont devenues de plus en plus récurrentes. Une absence qui s'est même cristallisée en un groupe qui s'appelle le Mouvement pour le retour de Blaise Compaoré, dont le coordinateur Mamadou Abdelkader Traoré planifie des événements en l'honneur de l'ancien homme fort. 27 ans de stabilité politique, développement économique, des partenaires, des investissements, l'accompagnement de la jeunesse. Pendant 27 ans, nous n'avons pas connu le terrorisme ni le djihadisme. Jusqu'en 2015, le pays enclavé était en grande partie épargné par les violences qui ont frappé le Mali puis le Niger. Mais les djihadistes ont commencé à infiltrer le nord du Burkina, puis l'est, avant de menacer également ses frontières méridionales et occidentales. L'armée semble incapable d'éradiquer le fléau, dont l'impact sur une économie essentiellement rurale s'aggrave. Environ 300 000 personnes ont fui leur maison et près de 3 000 écoles ont fermé leurs portes. Mais l'activiste Serge Bayala voit les choses différemment. S'il faut lui concéder le fait que sous son règne, il n'y avait pas d'attaque djihadiste, bien évidemment, il n'y en avait pas, mais cela était expliqué par la corrélation directe et le territoire burkinabé qui était devenu un pied-à-terre des groupes terroristes, notamment AQMI et Al-Qaïda qui avaient établi leur siège contre la dignité populaire burkinabé, ici même au Burkina. Compaoré n'avait que 36 ans lorsqu'il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1987, au cours duquel son ancien ami Thomas Sankara a été évincé et assassiné. Sa tentative de conserver le pouvoir a particulièrement irrité les jeunes dans un pays où 60% de la population avait moins de 25 ans. Kiboré Cheruiyot n'avait que 10 ans lorsque les colonisateurs britanniques ont expulsé sa famille des terres fertiles ancestrales de l'ouest kényan. Aujourd'hui, le dernier survivant de la déportation de 1934 vit à Kericho avec sa famille. L'homme de 94 ans se souvient de la souffrance qu'endurait sa communauté à l'époque. La région était infestée de serpents venimeux et d'insectes. Quand un vous mordait, votre corps était gonflé à cause du venin. Kericho possède certaines des terres agricoles les plus rentables du Kenya, mais ses habitants disent qu'ils n'en profitent pas. Les terres sont en grande partie détenues par des multinationales telles que Unilever, qui s'y approvisionnent en thé pour des marques très prisées comme Lipton. Les personnes qui ont été chassées de ce sol sont des membres de la communauté Kipsigis. Et en fait, les actionnaires actuels qui sont en Grande-Bretagne sont les seuls à profiter des bénéfices sur le produit qui est planté sur notre sol. Selon les experts du droit international, le Royaume-Uni est responsable de cette situation des Kipsigis et Talai. Les victimes demandent des excuses officielles et des réparations pour la saisie de leurs terres, arrachées de force et réaffectées aux colons blancs. Je suis tellement en colère parce que nous étions des gens très riches. Je veux que les Britanniques s'excusent pour que nous puissions être amis et nous embrasser les uns les autres. Des avocats britanniques et kenyans se rendront à Kericho cette semaine. Ils représentent plus de 100 000 victimes qui ont déposé une plainte contre le gouvernement britannique aux Nations Unies. Sur la place Tahrir, épicentre de la contestation à Bagdad contre le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, une indépendance en base partisane ou populaire, des cortèges de manifestants affluent toujours.
Toute la nuit de lundi à mardi, la ville sainte chiite de Kerbala a connu de fortes violences avec des tirs à balles réels selon des témoins. Nous voulons d'un gouvernement de transition et d'un président qui changerait la constitution. C'est bon, ça suffit, assez d'humiliation. Je suis enseignante, j'ai un salaire et une maison certes, mais les jeunes sont au chômage. Où sont-ils censés aller? La place de la libération ne sera pas vide s'il n'y a pas de changement. Ce gouvernement corrompu est fini, nous n'en voulons plus, il nous ennuie. Je ne veux pas mourir, j'ai peur de mourir, j'ai peur d'être enterré, je suis encore jeune, pourquoi veux-tu que je meure? Assez. Je jure devant Dieu que nous sommes humiliés, humiliation, pauvreté, chômage, et je n'ai aucun diplôme. Ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont causé la mort d'un jeune homme de 24 ans, selon la Commission gouvernementale des droits de l'homme et les médecins, ce que démentent fermement les autorités locales. Néanmoins, les manifestants sont déterminés à aller au bout de leurs engagements et même contre les restrictions des autorités du pays. Le couvre-feu ne peut pas être imposé à la population. Les gens ont une énergie. Hier soir, tout le monde s'est rendu sur la place de la Libération et nous nous moquions du couvre-feu et du gouvernement. Nous voulons que chacune de nos demandes soit satisfaite. Chaque fois qu'ils se dresseront contre le peuple, le nombre augmentera. Les gens ne vont pas s'arrêter. Ailleurs dans le pays, des dizaines de milliers de manifestants continuent de réclamer pour le 6e jour consécutif la chute du régime, une nouvelle constitution et la fin d'un système créé il y a 16 ans pour remplacer Saddam Hussein. Ces images de Kurdes en colère réagissant après avoir été abandonnés par les forces américaines en Syrie reflètent les critiques généralisées à l'encontre de la décision du président Donald Trump de retirer ses soldats américains face à une incursion turque. Mais à présent, le président souhaite que les troupes américaines soient déployées pour protéger les champs pétrolifères de l'est de la Syrie. Le pétrole est si précieux pour de nombreuses raisons. 1. Il a permis d'alimenter Daesh. 2. Cela aide les Kurdes, car il a essentiellement été enlevé aux Kurdes. Et 3, cela peut nous aider parce que nous devions pouvoir en prendre également. Et ce que j'ai l'intention de faire, c'est peut-être de passer un accord avec ExxonMobil ou l'une de nos grandes entreprises pour y aller et le faire correctement. Le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a tenté d'expliquer le raisonnement du président. Nous prenons maintenant certaines mesures, je ne vais pas entrer dans les détails, pour renforcer notre position à Deir el-Zor afin de garantir que nous pouvons bloquer l'accès du groupe État islamique au gisement de pétrole. Car nous voulons nous assurer que ces gens n'ont pas accès aux ressources qui peuvent leur permettre de faire grève dans la région, de frapper l'Europe, de frapper les États-Unis. Selon les experts, les militants de Daesh dépendaient du pétrole il y a quelques années. Mais la plupart des experts rejettent l'idée que les sociétés américaines pourraient utiliser le pétrole syrien. Les sociétés pétrolières américaines seraient confrontées à de nombreuses difficultés pratiques pour y travailler. Difficultés juridiques, difficultés pratiques. Donc ce ne serait pas facile à faire et je ne suis pas sûr qu'elles seraient vraiment impatientes de le faire. Avec autant d'acteurs impliqués dans le conflit syrien, Russes, Kurdes, troupes syriennes et même des combattants iraniens, les experts affirment que le contrôle des champs pétroliers risque d'être contesté. Bonsoir Salwa et bonsoir à tous. Samuel Eto'o fils donne de ses nouvelles et parle de son futur. L'ancien international camerounais, récemment retraité des pelouses, voudrait entraîner plus tard, excluant pour le moment une entrée sur la scène politique. Suivez. Il continue de le clamer haut et fort, sans fausse modestie. Samuel Eto'o fils se dit être le meilleur joueur de l'histoire en Afrique. Je n'ai pas besoin de revendiquer ça, c'est un fait, c'est là, et puis qu'on l'accepte ou pas, c'est un fait. Quelques semaines après l'annonce de sa retraite des pelouses à 38 ans, Eto'o caresse l'espoir de gagner encore sur le terrain, mais cette fois-ci comme entraîneur. Je sais que mon prochain défi, ça serait de faire minimum, de gagner comme entraîneur comme je l'ai fait en tant que joueur. Davantage impliqué sur la scène continentale, le double champion d'Afrique a apporté son soutien au président Paul Biya avant sa réélection en 2018. L'exemple de George Weah, ancien footballeur de renom devenu président du Libéria, peut-il inspirer le jeune retraité? Nous n'allons pas avoir
10 millions de Weah et chacun est né avec son étoile. Pour l'heure, Samuel Eto'o-Fils a été nommé collaborateur du président de la CAF en juillet dernier, avec pour rôle de convaincre les présidents de fédération d'adhérer à la mission d'Ahmad Ahmad. Des nouvelles de la MLS américaine. Pour finir, Seattle est en finale. Les Seattle Sounders se sont qualifiés pour la finale en battant le Los Angeles FC 3-1 en finale de conférence ouest du championnat nord-américain de football. Ils affronteront Atlanta ou Toronto qui jouent ce soir en finale de conférence Est. En demi-finale à l'ouest, Los Angeles FC avait battu le Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic. Peut-être le dernier match ici aux États-Unis pour la star suédoise de 38 ans qui laisse planer le doute sur son avenir. Voilà, c'est tout pour le sport. On se retrouve demain. L'automne et ses couleurs chaudes, c'est aussi le temps de la citrouille. Dans la ferme des Butlers, The Butler's Orchard, cela fait 40 ans que l'on organise un festival entièrement dédié aux cucurbitacées. Nous plantons toutes ces citrouilles en juin et nous en prenons soin patiemment jusqu'à ce que vous veniez les récolter en octobre. C'est donc un long processus. Nous prenons soin de la terre, nous cueillons les graines et nous faisons en sorte que toutes ces superbes citrouilles soient à votre disposition. Des labyrinthes de champs de maïs aux canons à citrouilles en passant par les toboggans géants ou encore le monté de poney, chacun y trouve son compte. Mais l'une des activités les plus prisées du festival, c'est la balade en tracteur jusqu'au champ de citrouilles pour y faire sa propre cueillette et en apprendre un peu plus sur Dame Citrouille. Il est important pour nous d'éduquer des gens sur l'endroit d'où provient leur nourriture. Et la citrouille vient d'un champ où il y a beaucoup de vignes, dans une grande ferme. Elle ne vient pas d'un étalage, dans une épicerie. Et c'est l'une des choses les plus importantes pour nous, étant donné que nous sommes si proches de Washington, D.C. Nous avons beaucoup d'enfants, des milliers d'enfants qui viennent chaque année et nous leur apprenons comment pousse la citrouille et d'où elle vient. De la minuscule citrouille à la très grosse, chacun peut faire son choix. Et tradition oblige, avec la fête d'Halloween, c'est l'une des dernières chances d'avoir une jack-o'-lanterne, cette citrouille sculptée que l'on retrouve sur le perron de toutes les maisons américaines. Quand vous avez des enfants, c'est un peu une sorte de rituel chaque année de célébrer les couleurs et la récolte au plus fort de l'automne, prendre quelques citrouilles que l'on sculptera plus tard et aussi d'acheter des tartes à savourer le reste de la semaine. Qu'en est-il d'Halloween? Irez-vous chercher des bonbons? Mes enfants vont être des super-héros, Black Panther et Wonder Woman. Et je me joindrai à eux pour aider à garder tous les bonbons. Pour moi, chaque jour c'est Halloween, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous voulez avoir une excuse ou une raison d'être simplement différent et de vous amuser, faites-le. Déguisez-vous. Cela n'a rien à voir avec la spiritualité ou quoi que ce soit de ce genre. Vous avez besoin de quelque chose à faire dans la vie. Alors, pourquoi ne pas vous déguiser un peu? Sur le chemin du retour, les festivaliers ont l'opportunité de faire un détour vers la boutique de la ferme pour faire des provisions de courges de toutes sortes à bas prix, sans oublier la dégustation de confitures et tartes au potiron fait maison. De quoi récompenser tous les jeunes cueilleurs et satisfaire les plus gourmands. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.